Je suis Mila Katara et je crée ce podcast pour parler de mon roman qui s'appelle M, épopée d'une apprentie guerrière spirituelle. Je viens d'auto-éditer le tome 1, Défragmentation, que l'on peut trouver sur Kindle. Cette épopée qui va comporter 5 chapitres, 5 tomes, parle, pourrait-on dire, de façon très généraliste, de voyage astral et de guerre spirituelle. Il s'inspire de mes propres expériences de décorporation, communément appelée voyage astral, bien que je reviendrai sur ma perception de ce qu'on appelle le voyage astral, de rêves lucides au cours desquels j'ai pu rencontrer également des êtres très intéressants. Pour ma part, ces décorporations, ce phénomène particulier a commencé lorsque j'avais 19 ans. Ça m'est un peu tombé dessus et ça s'est renouvelé pendant les quelques décennies qui ont suivi sur un mode toujours spontané. Autrement dit, je ne maîtrise pas du tout le voyage astral et il se trouve que j'avais une prédisposition à sortir de mon corps, entre guillemets, au moment de l'endormissement. Mais les débuts ont été initiés par une présence que j'appellerais Maître K, qui m'a appris à partir d'un état déjà dissocié de mon corps pendant mon sommeil à lâcher prise complètement et à partir donc en ce qu'on appelle le voyage astral. Il est revenu une deuxième fois pendant un rêve d'une grande clarté, un rêve très beau que je décris d'ailleurs en partie dans un des chapitres. Et sa voix m'a parlé, il m'a permis de réaliser que j'étais en train de rêver, et à partir de cet état de rêve, donc il m'a inspiré la façon de passer du rêve conscient à nouveau au voyage astral. À la même époque, tout ça s'est fait sur quelques mois. Il est venu une troisième fois. Et cette fois, on peut dire qu'il m'a encouragée à retrouver le chemin par moi-même. Alors pourquoi retrouver le chemin par moi-même? C'est vraiment, ça a été ces mots, parce que il était apparu et qu'à chaque fois qu'il apparaissait, je ressentais un tel amour pour lui, une telle attirance, un tel magnétisme que je voulais absolument ne plus jamais le perdre. Et que cette troisième fois, lorsqu'il a disparu, il s'est éclipsé, j'étais dans un état hystérique, je l'appelais, je ne supportais pas qu'il ait disparu à nouveau. Et c'est là qu'il m'a dit, sans réapparaître, juste sa voix, à toi maintenant de retrouver le chemin. Du coup, après ces 3 premières rencontres, expériences extraordinaires qui ont été... j'avais 19 ans, pour moi les plus belles de ma vie à cet âge-là. Et j'avais tellement l'impression de retrouver ma famille, mon origine. Enfin, c'est indescriptible l'amour qui peut nous lier à certains êtres. Qu'à chaque fois que le phénomène se produisait donc spontanément à l'endormissement, je n'avais qu'une obsession, c'était de retrouver K. Du coup, bien que le processus de décorporation personnellement me soit extrêmement pénible et terrifiant, je dois dire, j'étais toujours prête à y aller en me disant ah, mais ça doit être lui qui m'appelle, je vais le retrouver. Et comme je ne le retrouvais pas, je le cherchais. Et en le cherchant à chacune de ces décorporations, à chacun de ces voyages, c'est-à-dire en visant sa vibration et en me projetant en pensée, j'ai débarqué dans différents mondes. Des mondes très beaux, des mondes moins beaux, et j'ai comme ça égrené beaucoup d'expériences très variées, on pourrait dire des plus lumineuses aux plus sombres. Je n'avais pas vraiment d'enseignement de la part de K. Je ne le voyais d'ailleurs que très rarement. En fait, il est apparu quelquefois quand j'étais en grande difficulté, parce que pour ma part, au début, j'avais souvent des agressions par des entités, disons, un petit peu vampiriques, et
il est arrivé que je m'enfonce dans les ténèbres et là, K pouvait débarquer, m'attraper par le collet en quelque sorte et me sortir de là, mais tout de suite après, il disparaissait. Il ne restait pas pour qu'on débriefe la situation, m'expliquer ce qui m'était arrivé, m'expliquer ce que je devrais faire la prochaine fois ou pas faire, en buvant un petit coup. Toujours est-il que ces interventions, même fugaces, me rappelaient chaque fois qu'il était là. Il me laissait faire mon expérience. Il n'y avait pas d'enseignement donc direct, jamais de mode d'emploi, ce qui a été pour moi d'ailleurs extrêmement frustrant pendant de très nombreuses années et douloureux, parce que je ne comprenais pas pourquoi tout ça m'arrivait, je ne comprenais pas pourquoi, puisqu'il avait initié cette faculté, pourquoi après il me laissait déambuler, me planter. En fait, je n'ai compris que longtemps après, avec le recul, que toute cette expérience apparemment sans plan, sans instruction, était en soi un enseignement et un entraînement, puisque j'apprenais par la force des choses. J'apprenais les attitudes qui permettaient d'éviter certains pièges, les attitudes qui permettaient d'en sortir, les attitudes... voilà, j'apprenais des règles, les règles du fonctionnement de l'esprit, que j'ai appelé d'ailleurs la mécanique de l'esprit, et qu'on peut traduire en préceptes presque que l'on retrouve dans de nombreuses religions ou philosophies. Sauf que je les apprenais par nécessité, parfois dans un grand désespoir, de situations extrêmement pénibles, particulièrement avec ceux que j'appelle les infrarouges, parce que c'est des entités qui vivent en dessous, juste en dessous de notre spectre visible, mais qui sont très proches du plan matériel. Alors elles m'ont bien ennuyée, ces entités-là, jusqu'au jour où j'ai trouvé la clé avec elles, avec celles-là, qui sont loin d'être les plus difficiles à transmuter, bien qu'elles puissent toujours être pénibles, c'est des glues. Mais ce sont des créatures, des êtres qui veulent se nourrir, et ce dont ils se nourrissent, ce sont de nos... ils ne peuvent se nourrir que de nos émotions les plus basses, c'est-à-dire de peur, de colère, de haine, de luxure aussi. Ils sont très axés sur la sexualité et la souffrance. Ils adorent ça, donc j'ai souvent été torturée. Je le précise parce que pour beaucoup, il y a une aura un peu magique et merveilleuse autour du voyage astral. Je ne pense pas que toutes les personnes qui en font aient exactement les mêmes expériences. Pour ma part, ça a été à l'évidence d'emblée un travail de travail avec l'ombre et la lumière tout le temps, travail de rééquilibrage, de transmutation, travail sur moi, donc pour commencer. Alors dans le roman, donc je m'inspire vraiment pour la plupart des scènes que je décris, je les ai vécues, bien que certains chapitres soient des compositions qui puisent dans plusieurs expériences, parce qu'il est évident que mes expériences à moi n'auraient pas fait un livre, à la limite une autobiographie. D'ailleurs, j'avais essayé, mais j'ai trouvé ça extrêmement ennuyeux de parler de moi. Et puis toutes les sorties de corps n'avaient pas forcément quelque chose d'intéressant à raconter, en tout cas pour les autres. C'est toujours une expérience intéressante à vivre, mais du point de vue d'un lecteur, on peut dire que 80% du temps, il se passait rien. Je n'aurais rien eu à raconter, donc j'ai condensé plusieurs expériences, et puis au fur et à mesure que je les écrivais, donc dans le tome 0, où en fait j'avais pas vraiment d'histoire, je voulais juste raconter différents types d'expériences, au fur et à mesure, avec l'écriture, est apparu une histoire, un fil que j'ai déroulé, et c'est pour ça que je trouve que les nouveaux tomes 1, 2, 3 et 4 du reste sont plus intéressants que le tome 0 qui était le début et qui n'avait pas encore d'histoire romancée et construite. J'étais beaucoup plus à l'aise avec le style romancé qu'avec un style autobiographique ou descriptif, parce que il y a beaucoup d'expériences des corporations qui sont inexprimables de par leur nature. On ne peut pas
Pour prendre un exemple, si on rencontre un être, il peut nous dire une phrase, ou 2 et si après on veut traduire ça, on a compris, on a reçu énormément de choses. Ça semble très clair, très limpide. On est sûr en se réveillant qu'on va pouvoir, aligner cette phrase et tout y sera, inclus et en fait, on se rend compte qu'avec notre cerveau à 3 dimensions, quand on veut développer ce qu'on a reçu, l'espèce de paquet d'informations, ça prend en fait beaucoup de temps. On n'est pas dans le même, style de langage, un petit peu comme, on pourrait dire, que le langage du rêve n'est pas le même langage, que l'on a lorsqu'on est réveillé. On a des rêves, qui nous semblent tout à fait, pertinents quand on les vit avec, des émotions très fortes et tout semble cohérent. Puis quand on se réveille et qu'on veut les écrire, on voit qu'il y a des scènes qui se superposent, on n'est pas sûr de la chronologie, on a l'impression que plusieurs choses arrivaient en même temps. Ça devient très difficile à décrire parce qu'en fait, on n'est pas dans le même état de conscience. Donc a fortiori avec, l'état, qu'on peut appeler astral, on n'est pas exactement ni dans le même état de conscience, ni donc exactement la même personne, si je puis dire. Et rendre compte, de façon fidèle de ce qu'on a vécu est quasi impossible, en fait. Donc la forme romancée, m'a presque soulagée. Je sais que je peux, broder autour d'un thème plutôt que d'essayer d'être fidèle à ce qui a été dit. Dans le roman, l'héroïne s'appelle, Lana, c'est une jeune femme, d'une vingtaine d'années, je me souviens pas bien de son âge et qui se retrouve en réanimation, dans un état critique et qu'on voit, dialoguer avec sa mère, donc ça c'est le tome 0, avec des allers-retours, on ne sait pas trop où elle est, si elle est dans le coma, mais elle a quand même des visites de sa mère, elles ont beaucoup de discussions et puis après Lana, sort de son corps, ou bien rêve, ou bien fait du voyage astral, mais elle retrouve sa mère aussi dans ses expériences de décorporation et sa mère est une source d'écoute empathique et puis aussi de conseils, très patients. Lana, incarne plutôt une jeunesse, dégoûtée, révoltée et surtout, profondément, blessée et perdue. Donc, ensuite, il y a la phase le début des combats dans le tome, 1 des fragmentations qui vient, donc d'être édité et là, elle essaye de réintégrer son corps. Elle est sans arrêt, empêchée de le faire par des entités. Tout ce que je décris, dans ces tentatives de réincorporation, de reconnexion à son corps, c'est vraiment des choses que j'ai vécues. Pour ma part, j'ai souvent eu beaucoup de mal à réintégrer mon corps dans les premières années et souvent, attaquée, si je puis dire, oui, je puis le dire, attaquée par, ces créatures qui étaient autour de mon corps et qui voulaient pas visiblement que je le réintègre ou en tout cas qui voulaient profiter de cet état, de vulnérabilité, en tout cas que je ressentais comme tel, pour me causer des ennuis. Mais finalement, ces créatures m'ont beaucoup appris à leur façon. Ils ont été des maîtres. Grâce à leur, au fil à retordre qu'ils m'ont donné, j'ai dû faire un énorme travail sur moi, alors sur moi en état astral, mais du coup, quand je me réveillais, j'analysais aussi les réactions que j'avais eues, comment, ça n'avait fait qu'aggraver les choses, quand j'étais en colère contre eux, et cetera. Donc je faisais des plans d'action dans l'état éveillé. Après, la difficulté, c'était de transmettre ce que j'avais décidé de faire à l'état de veille, de le transmettre une fois que je passais dans cet état de conscience modifié en voyage astral. Et là, il y avait souvent un fossé entre ces deux états, mais à force de décider, même je l'écrivais auprès de mon lit, la prochaine fois, tu te comportes comme ci, comme ça. À force, la connexion s'est faite et des informations sont passées de l'état de veille au corps astral. Ces créatures opposantes, hein, on pourrait dire ces adversaires, m'ont donc poussée dans mes retranchements, puisque je me retrouvais à chaque fois dans une situation de ça passe ou ça casse. En tout cas, je le vivais comme ça. Je pensais que j'allais mourir
je parle même pas de mon corps physique, mais que j'allais mourir, en conscience. C'était faux, hein, mais le vécu, c'est ça, c'est un vécu, assez terrible. Alors après, Lana, qui explore, donc dans ce tome 1, diverses mémoires traumatiques sans savoir quelles en sont, ce qui a été mon cas, hein. Je comprenais pas pourquoi je vivais dans ces voyages astro, je revivais des scènes parfois, enfin en tout cas je prenais conscience que c'était des scènes que j'avais déjà vécues dans d'autres vies, et ça n'avait ni queue ni tête, parce qu'il pouvait y en avoir une que je vivais une année, une 6 mois après, une autre 6 mois après. J'avais pas la trame générale du processus, où un coup j'étais sur une autre planète, un coup j'étais devant un être sublime, une autre fois je descendais dans les bas-fonds de ce qui se passe dans ce monde. C'était, pour moi, c'était très éclaté, et puis c'était pas toutes les nuits, bien sûr. En fait, en général, d'ailleurs, c'était par cycle. J'avais des cycles, et ça allait rester d'ailleurs tout au long des années. Vous pouvez même avoir une année sans faire de décorporation, puis tout d'un coup, pendant 6 mois, quasiment une nuit sur deux. Donc je ne savais pas pourquoi pourquoi je revivais ces scènes traumatiques. Je sais même pas si je me posais vraiment la question. Bon, bah, ça m'arrivait, voilà, je revivais un truc qui était assez terrible. Et puis, bah, aujourd'hui, avec le recul, j'ai compris. C'est une forme de thérapie, une thérapie spirituelle, où on va, l'âme sait elle a laissé des trucs derrière elle. Elle va les chercher pour essayer enfin, pas pour essayer, elle va les chercher pour les libérer. Et tant qu'elle ne les libère pas, ça nourrit des peurs, ça nourrit des réactions déviantes qui chargeaient mon véhicule astral. Donc en fait, certainement, beaucoup d'histoires, beaucoup de mes voyages involontaires, hein, spontanés, à la recherche de cas que je ne retrouvais pas, ont été inspirés par lui. Il a toujours été là, sans intervenir, sans interférer. Je pense qu'il inspirait ma formation. Alors ensuite apparaît le personnage, dans le roman apparaît le personnage assez énigmatique, Kyrios, qui propose à Lana, donc elle le rencontre après avoir visité l'enfer, ce qui est aussi une expérience que je décris, que j'ai vécue en voyage astral, une incursion dans l'enfer, dans un enfer. Il y en a certainement beaucoup de différents. Et Kyrios, qui est ici un personnage romancé, romanesque, représente, disons, une catégorie d'êtres que j'ai rencontrés ou qui m'ont sollicité et qui m'ont souvent invité à venir dans leur monde. Je les appellerais les frères de l'ombre. Certaines de ces rencontres, il y en a une au moins qui est dans le tome 0, qui est assez décrite de façon assez détaillée, à peu près telle que je l'ai vécue, vraiment. Où là, j'ai été convoquée par un homme dont je savais qu'il existait sur Terre au moment de la convocation. Mais moi, j'étais dans mon corps astral. Il était à New York. On peut dire que c'était un mage noir, mais très élégant, très intelligent, très riche, très influent, et qui m'a proposé le pacte classique, hein, de beauté éternelle, richesse, célébrité, et si je ralliais ses rangs, et où que j'aille, quoi que je fasse, il y aurait toujours quelqu'un pour venir me secourir au besoin, m'apporter tout sur un plateau, quoi, tout ce qu'on peut rêver, d'un certain point de vue, dans la réussite dans le monde matériel, réussite, protection, célébrité, beauté, voilà. What else? Donc j'ai évidemment décliné son offre, sinon je ne serais pas en train d'écrire ce genre de livre aujourd'hui. Parce que je pense pas que ça leur fasse très plaisir. Et puis je les ai rencontrés sous d'autres formes. Bon, peut-être en répondant à des questions, j'irai plus dans certains détails, mais
disons qu'il y a, je parlais des infrarouges tout à l'heure, il y a des entités qui vivent dans une autre dimension, point barre, elles ne sont pas dans le monde physique. Par contre, il y a une espèce de zone de chevauchement avec notre monde à nous. Et à côté de ça, il y a des êtres qui sont incarnés dans un corps humain et qui se servent d'ailleurs de ces entités-là, qui se servent de ces forces et qui ont, qui ont des projets visiblement et qui veulent, comme tous les gens qui ont des projets de grande envergure, qui veulent rallier à leur cause certains individus. Donc Kyrios se représente dans les échanges que Lana a avec lui, dans ce qu'il lui montre. Il représente une forme romancée de ce que j'ai vécu à plusieurs reprises avec ses frères de l'ombre. À côté de ça, il y a le samouraï Zark que rencontre Lana, et c'est là qu'il y a un fil qui va se déployer. Zark qui semble être un être à la fois plutôt ténébreux et qui pourtant essaye d'aider Lana, l'encourage à retrouver son corps et à poursuivre sa ligne de vie, qui fait des mises en garde. Voilà, c'est là qu'il y a une histoire finalement qui se développe et dont je ne vais pas dévoiler plus que ça. Pour finir, je voudrais juste donner un petit peu ma perception de ce qu'on appelle le voyage astral. Je n'ai pas peut-être la même perception que d'autres. Je n'ai d'ailleurs aucune connaissance dans les terminologies exactes. Est-ce que je vis un voyage astral ou pas? Qu'est-ce que c'est? Ce que j'ai expérimenté. En tout cas, de mon point de vue, le voyage astral, c'est pas je sors de mon corps physique comme si je sortais d'une voiture et je m'envole. C'est plutôt je plonge à l'intérieur de ma conscience et je change de fréquence. J'ai plutôt la sensation à chaque fois même si je m'élève, je traverse les plafonds par exemple, je monte dans l'espace, hein, il y a cette sensation de déplacement dans l'espace et il y a des choses qu'on voit, qu'on peut après vérifier, qui existent dans le monde physique, bien qu'en même temps, il y a souvent aussi des différences, il y a souvent des anomalies. Le monde dans lequel, le monde physique, quand on est dans le monde, si on survole le monde physique, si on ne change pas de monde, n'est pas toujours exactement le même. Il y a une grosse part de subjectivité. Évidemment, c'est un mélange permanent d'objectivité et de subjectivité, mais surtout, je pense que le corps astral se trouve à l'intérieur ou autour, peu importe. C'est comme des poupées gigognes, on plonge à l'intérieur, mais plonger vers l'intérieur, c'est toujours aller plus haut. Si on remonte les fréquences, on a la sensation de s'élever, mais en fait, on explore nos sphères intérieures, on explore nos nombreuses demeures. Donc j'en resterai là pour cette première présentation. J'espère finaliser dans les semaines qui viennent l'édition du tome 2 et 3 pour que les 3 soient disponibles, parce que défragmentation n'est pas très gros. Et qu'il finit, non pas en queue de poisson, mais enfin, la fin invite à lire la suite, puisque c'est là que Kyrios fait une proposition à Lana. Et on attend la suite. Donc à très bientôt et au prochain podcast. Au revoir.